Chers amis, bonjour et bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode de notre série des Titans de l'Histoire. Alors comme vous le savez, nous sommes toujours à la découverte ou à la redécouverte des gens cachés de notre histoire commune. Il est évident que en abordant le contexte du drame africano-européen ou le contexte panafricain, il était impossible de faire cette série sans mentionner ce grand personnage qu'était Patrice Lumumba. Pour moi, Patrice Lumumba, c'est le titan unificateur qui croyait fermement que l'unité était la clé pour l'humanité. Mais une clé qui devait s'instaurer d'un, d'un point de vue d'abord local, dans le Congo belge, et ensuite s'étendre dans des contrées voisines ou dans le monde entier. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre série des titans de l'histoire, dans lequel nous mettons en lumière les géants méconnus ou oubliés de notre histoire commune. Et dans cette nouvelle réalité que j'avais abordée, qui était le drame politique africano-européen, mais aussi panafricain, puisque nous avons abordé Martin Luther King Jr. Dans 2 semaines, nous verrons le personnage qui était Malcolm X, et nous en verrons d'autres également. Mais avec nul autre que Patrice Lumumba, qui était profondément convaincu que l'absence d'unité constituait le principal obstacle à l'avancée de l'humanité, ce titan unificateur, comme je le disais dans l'ouverture, était convaincu qu'il pouvait transformer l'ensemble du système humanitaire en rassemblant les individus sous la bannière de l'unité et de la paix, en commençant par le Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo, puis en promouvant l'unité au sein du système panafricain en vue d'une véritable solidarité fraternelle africaine et d'une libération continentale. Cependant, à mon avis, il fut l'un des premiers à poser une des premières pierres du mouvement panafricain, aux côtés d'autres personnalités éminentes, telles que, comme je l'ai mentionné auparavant, il y en a certains qui sont arrivés après lui, naturellement comme Thomas Sankara, que l'on a mentionné, Martin Luther King aux États-Unis, mais également Malcolm X dans une période à peu près similaire, qui ont essayé d'avoir un mouvement panafricain ou de descendance africaine. En fin de compte, ce qu'on peut dire de Patrice Lumumba, c'est qu'il souhaitait que l'Afrique aspire à sa libération mentale face au complexe d'infériorité inculqué et ancré par l'Occident tout au long de l'histoire, ainsi que par des mensonges tels que le l'eugénisme, mais également le racisme et l'esclavage, démontrer que la race noire était une race inférieure, ce qui est totalement, on va dire purement la science, c'est un raisonnement qui est totalement stupide, mais pourtant qui a permis d'asseoir une forme de supposée supériorité de la race blanche par rapport à d'autres races. Ce qui a amené, pas notamment uniquement sur la race noire, mais qui a amené aussi à des massacres, mais également à des génocides, comme on a pu le voir en Afrique du Sud, avec les Indiens, qui ont subi qui ont subi le courroux des Espagnols, mais également on peut mentionner la même chose, aux États-Unis, en Amérique du Nord, les Indiens au Canada et aux États-Unis ont subi naturellement le courroux des Européens. Du nord de l'Europe, on va dire tout ce qui est Angleterre, Allemagne et autres. Dans cette nouvelle approche, en tout cas panafricaniste, des figures historiques donc qui ont dont on a initié ce pan de discussion avec Thomas Sankara. Mais nous examinerons en fait les parcours de ceux qui finalement qui ont tout risqué, y compris leur vie, afin d'améliorer leur pays et de lutter contre l'occidentalisation, le racisme et le manque d'unité, tant au niveau national que continental. Aujourd'hui, nous commémorons Patrice Lumumba en tant que témoignage vivant de la vision d'unité pour tous, mais en particulier pour l'ensemble du peuple congolais, en leur apportant leur indépendance par un véritable transfert symbolique de pouvoir, loin de la domination coloniale belge et en s'opposant à une transition progressive. Il était effectivement convaincu que les Congolais avaient combattu et souffert suffisamment pour leur liberté, ce que nous verrons avec des images assez frappantes, et qu'ils méritaient une pleine souveraineté sans délai. Sa conviction en l'unité nationale et en l'éradication du tribalisme constituerait la clé d'accès vers l'indépendance et l'émancipation économique, afin de garantir que les vastes ressources naturelles du Congo profitent non pas des prédateurs occidentaux, ni à une élite politique restreinte, mais à l'ensemble du peuple congolais.
Et nous verrons en termes de ressources naturelles, c'est absolument faramineux. Cependant, ces projets ne se limitaient pas naturellement au Congo, car comme pour Thomas Sankara, il était convaincu que l'indépendance du Congo était étroitement liée à la lutte plus large pour libérer l'Afrique dans son ensemble du colonialisme et du néocolonialisme. Par conséquent, il a plaidé en faveur de l'unité et de la coopération euh, panafricaine, tout en appelant à mettre un terme à la subordination vis-à-vis de l'Occident. Il a rêvé de la création d'une société unifiée et juste, fondée sur l'affirmation de la dignité et de la valeur personnelle des Africains. Sa vision est à la fois radicale et profondément humaniste, visant à mettre fin à la domination étrangère, puis à inspirer une nouvelle ère de fierté, de solidarité et de prospérité congolaise, mais également africaine. Chers amis, maintenant suivez-moi. Je vous invite à me suivre afin que nous explorions le passé de l'un des plus grands héros unificateurs de l'Afrique, qui a consacré sa vie à offrir des perspectives humaines supérieures. Chers amis, avant que nous ne rentrions dans le préambule, j'espère que vous m'excuserez certaines digressions, parce que c'est vrai que bon, ça ne semble peut-être pas, je veux dire, parvenir jusqu'à vous, mais c'est vrai que je suis assez émotionnel quand je parle de personnages tels que Patrice Lumumba, qui sont les héros de mon adolescence, également Thomas Sankara. Des fois, je me permets des digressions, parce que ce sont des choses qui me touchent personnellement, et qui m'en touchent dans mon fort intérieur, donc je suis sûr que vous me pardonnerez ces digressions. En tout cas, avançons dans notre préambule. Donc, dans cet épisode de cette série des Titans de l'Histoire, nous nous plongeons au cœur de la lutte de l'Afrique pour une véritable indépendance à travers le récit de Patrice Lumumba, qui est très similaire quand on regarde. Bon, c'est quand même espacé de quelques dizaines d'années, mais le cas de Patrice Lumumba et le cas de Thomas Sankara sont extrêmement proches en réalité. On voit que le Patrice Lumumba, tout comme Thomas Sankara, était le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et un symbole d'espoir, finalement, pas simplement congolais, mais panafricain. Il avait une aura, il avait une prestance particulière. Donc, à l'instar, comme je le disais, de Thomas Sankara, des décennies plus tard, la vision et le courage de Lumumba présentaient une menace pour des intérêts puissants, tant sur le plan national qu'international. Son décès tragique, scellé par une trahison interne et une intervention externe, fait écho au sombre parallèle entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Une histoire de révolutionnaires anéantis par ceux qui étaient les plus proches finalement. Abordons maintenant la jeunesse et la formation académique de Patrice Emery Lumumba. Donc, il est né le 2 juillet 1925 à Katako-Kombe, dans la province du Kasaï, de ce qui était dans le Congo belge. Élevé au sein d'une famille modeste, Patrice Lumumba a fréquenté à la fois des écoles missionnaires protestantes et catholiques, se distinguant rapidement en tant que membre des évolués, cette petite élite congolaise éduquée. Il a d'abord exercé en tant que commis postal, puis en tant que comptable, avant de diriger un syndicat d'agents de l'État, ce qui lui a permis d'affiner ses compétences en organisation et en leadership. La passion de Lumumba pour la justice et l'égalité est alimentée par sa prise de conscience des dures réalités du régime colonial, ainsi que par son implication auprès de la presse congolaise et des associations politiques. Donc, par avance, vous m'excuserez pour le manque de diversité dans les images que j'ai pu récupérer pour faire cet épisode. Parce qu'effectivement, comme cela remonte à plus loin, ou c'est un peu plus ancien, il y a moins de photos et d'éléments liés à Patrice Lumumba. Passons maintenant à ses ambitions et réalisations politiques. Alors, il est évident que
L'éveil politique de Patrice Lumumba s'est intensifié après sa participation à la conférence panafricaine de 1958 à Accra, au Ghana. Il a eu l'occasion, durant cet événement, de rencontrer d'autres nationalistes, africains et panafricanistes, parmi lesquels Kwame Nkrumah. Inspiré à agir, il fonda le mouvement national congolais, le MNC, qui devint rapidement la principale force en faveur de l'indépendance congolaise. En mai 1960, le mouvement national congolais, MNC donc, remporta les élections nationales et le 30 juin 1960, Patrice Lumumba fut investi en tant que Premier ministre, alors j'allais me louper un peu, premier ministre du Congo. Son discours improvisé lors de la cérémonie d'indépendance constituait une critique acerbe du colonialisme belge, s'abstenant de minimiser la souffrance endurée par son peuple. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est absolument horrible. Le gouvernement de Lumumba s'efforçait d'éradiquer le tribalisme, d'unifier le pays et d'affirmer une véritable souveraineté en rejetant à la fois la tutelle belge et toute ingérence étrangère. Il a sollicité le retrait des troupes belges et fait appel aux Nations Unies pour obtenir du soutien, mais vous imaginez bien que attendre quelque chose des Nations Unies, c'est une quête relativement vaine. Mais a rencontré peu d'assistance, donc alors que la province minière du Katanga, soutenue par la Belgique et des intérêts occidentaux, se séparait sous la direction de Moïse Tshombe. Alors maintenant, regardons la trahison de Joseph Désiré Mobutu, ou celui qu'on appelle en réalité Mobutu Sese Seko. Alors qu'effectivement que le Congo sombrait dans le chaos, l'autorité de Patrice Lumumba fut affaiblie par le président Joseph Kasavubu, et de manière particulièrement déterminante par son propre chef d'état-major, Joseph Désiré Mobutu, dont le vrai nom est Mobutu Sese Seko. Sous la pression des puissances occidentales préoccupées par l'appel de Patrice Lumumba à l'Union soviétique pour obtenir de l'aide, Mobutu a orchestré un coup d'État en septembre 1960, plaçant Patrice Lumumba en résidence surveillée puis en détention militaire. Cette trahison reflétait des actions ultérieures de Blaise Compaoré à l'encontre de Thomas Sankara. C'est un schéma similaire. Une accession au pouvoir est remplacée par un coup d'État. Un révolutionnaire renversé par un allié de confiance avec la complicité de puissances étrangères. Mobutu, bénéficiant du soutien de la CIA et de la Belgique, a remis Lumumba à ses adversaires en Katanga, où ce dernier... alors moi je ne sais pas les circonstances spécifiques de son assassinat. On parle d'exécuter par un peloton d'exécution. On parle également qu'on l'aurait mis dans un bidon rempli d'acide. Enfin, je ne sais pas les circonstances. Et j'avoue que je préfère éviter de mettre ça en tête à vous qui êtes les auditeurs, parce que c'est vraiment frappant de voir un homme aussi brillant de disparaître à l'âge de 35 ans, avoir une telle vision pour l'Afrique. Imaginez ce que cette personne, Patrice Lumumba, ce grand personnage, aurait pu accomplir rien qu'au Congo, si on avait laissé faire la vision qu'il avait pour son pays. Et qui était une vision similaire à celle qu'on retrouve avec Thomas Sankara. Mais on verra à quel point les appétits sur le Congo et ses ressources naturelles ont accéléré sa chute, en fait. Donc ce n'est pas lui qui était visé, c'était plus les ressources, et on a mis en place quelqu'un qui allait favoriser les intérêts étrangers. Alors maintenant, regardons quelle fut son influence, mais quel est également son héritage. Alors, la vie de Patrice Lumumba fut brève mais éclatante à plein d'égards. Notamment, il est devenu un martyr pour l'indépendance africaine, l'indépendance du Congo dans un premier temps, et puis la vision panafricaine qu'il pouvait avoir. Son nom étant évoqué par les mouvements de libération à travers le continent et au-delà. Les écrits et discours de Patrice Lumumba, en particulier sa dernière lettre adressée à son épouse, demeurent des appels poignants à la dignité, à l'unité et à l'autodétermination. Son assassinat a révélé l'ampleur des mesures que les puissances coloniales et celles de la guerre froide étaient prêtes à adopter pour étouffer une véritable souveraineté africaine. Un schéma qui se retrouve dans les destins d'autres visionnaires africains tels que Thomas Sankara et bien d'autres au Cameroun, au Niger et dans plein d'autres pays africains. Aujourd'hui, l'héritage de Patrice Lumumba perdure dans les luttes continues pour la démocratie et la justice au Congo et à travers l'Afrique. Il est reconnu comme un héros panafricain,
son image servant de point de ralliement pour ceux qui exigent la fin du néocolonialisme, ainsi que le droit de contrôler leurs propres ressources et leur destin. Alors, chers amis, nous allons rentrer dans une conclusion qui sera un petit peu plus longue pour donner une analyse beaucoup plus large du contexte dans lequel Patrice Lumumba se trouvait à l'époque. Et aujourd'hui, pour faire un parallèle avec la situation d'aujourd'hui. Ok ? Donc, l'histoire de Patrice Lumumba constitue à la fois, d'après moi, un avertissement et une source d'inspiration. À l'instar de Thomas Sankara, il aspirait à une Afrique unie et indépendante, affranchie de toute domination étrangère et de trahison interne. Sa vie a été prématurément interrompue par les mêmes forces qu'il s'efforçait de surmonter. Mais sa vision aujourd'hui perdure. On peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer l'idée. En évoquant la mémoire de Patrice Lumumba, nous rendons hommage à toutes les personnes qui ont risqué et parfois perdu leur vie pour la promesse d'un avenir meilleur. Son héritage nous incite à faire face aux enjeux non résolus de la décolonisation et à œuvrer pour la construction d'un monde où la justice et l'unité prévalent sur la division et l'exploitation. Un schéma qui nous a été offert de manière incalculable de fois par l'Occident. Malgré l'héritage extraordinaire et l'exemple inspirant établi par Patrice Lumumba, ainsi que le contre-exemple malheureux fourni par Mobutu Sese Seko, la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui comme l'un des pays les plus riches au monde en matière de ressources naturelles. Avec une richesse minérale, un sous-sol inexploité, estimé à 24 trillions de dollars. Je ne parle pas de ce qui a été volé déjà. Je parle juste de ce qui n'a pas été exploité du tout. Une estimation à 24 trillions de dollars. Donc 1 trillion, ça représente 1000 milliards. Donc on parle de 24 000 milliards de dollars. Si l'on compare juste, on fait une petite comparaison avec les ressources, entre les ressources de la République démocratique du Congo à celles d'un pays comme la Norvège, qui est un pays occidental, un pays qui est un des plus riches dans le monde aujourd'hui, ou un des plus développés notamment, où les ressources, les ressources naturelles sont ciblées autour de différents axes. Naturellement, les deux premiers sont le pétrole et le gaz, mais il y a également des minerais métalliques, des matériaux de construction et des pierres naturelles. Mais l'ensemble est estimé à environ 500 milliards de dollars. Très très loin d'un montant, donc un montant bien inférieur à celui de la République démocratique du Congo. Mais naturellement, la Norvège a bâti sa prospérité sur le pétrole. C'est un contraste saisissant, tandis que la richesse de la Norvège a été utilisée au bénéfice de ses citoyens. La République démocratique du Congo demeure en proie à une pauvreté et une instabilité criante, ces richesses alimentant le conflit plutôt que le développement. Donc, pour faire un regard un petit peu plus précis, on peut dire que la Norvège se positionne aujourd'hui parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, avec des ressources récupérables au total en pétrole et en gaz estimées à environ 15,6 milliards de mètres cubes, pour l'année 2024. Au cours des 50 dernières années, la Norvège a extrait environ 56% de ses ressources récupérables estimées. Et le secteur pétrolier et gazier représente environ 20% du PIB norvégien, ainsi que plus de 60% de la valeur de ses exportations. Le flux de trésorerie net du gouvernement provenant du secteur pétrolier en Norvège est estimé en 2025 à environ 65 milliards de dollars. De l'autre côté, la République démocratique du Congo est largement reconnue comme l'un des pays les plus riches au monde. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est une estimation donnée par des géologistes et des économistes qui estiment que, encore une fois, que les ressources minérales inexploitées, c'est-à-dire le sous-sol inexploité jusqu'à présent, donnent une estimation d'environ 24 trillions de dollars. Cela inclut d'importantes réserves de cuivre, de cobalt les plus importantes du monde, de coltan, d'or, de diamants, d'étain et d'autres minéraux stratégiques. Contrairement au secteur pétrolier hautement développé et géré par l'État de la Norvège, la richesse minérale de la République démocratique du Congo était en grande partie sous-exploitée ou extraite dans le cadre d'accords exploitants, alimentant souvent le conflit et la corruption plutôt que la prospérité nationale. Si vous voyez dans l'État
Vous avez vu les images dans lesquelles l'état dans lesquels les gens vivent. C'est absolument honteux. C'est absolument anormal. Pour moi, c'est une tragédie qui ne se limite pas à une simple question de mauvaise gestion interne. La voracité des puissances occidentales continue d'affecter la République démocratique du Congo, dont les ressources minérales sont systématiquement exploitées par l'intermédiaire de proxys tels que le Rwanda. Et l'hypocrisie derrière ça de la communauté internationale est manifeste. L'Union européenne, par exemple, a conclu des contrats pour l'acquisition de minéraux ou de ressources minérales dérobées en République démocratique du Congo par le Rwanda. Une pratique largement dénoncée par les dirigeants africains, mais rapportée uniquement par quelques journalistes courageux. Cet agencement non seulement perpétue la violence et l'exploitation dans l'est du Congo, comme vous avez pu le voir sur la carte, mais prive également le peuple congolais des avantages qui devraient découler de ses propres terres. Ce pays devrait vivre et devrait être un pays à l'image de ce que nous avons vu dans les films de Marvel comme le Wakanda. Ça devrait être une image de ce que le Congo devrait être aujourd'hui. Au-delà de ça, c'est un pays qui est dans une situation économique de pauvreté et d'instabilité politique qui est criante. Si la richesse minérale de la République démocratique du Congo était administrée avec la même efficacité, transparence et bénéfice national que celle des ressources pétrolières et gazières de la Norvège, la RDC pourrait devenir l'une des nations les plus riches au monde. Comme je le disais, à l'image du Wakanda, qu'on a vu dans les séries films Marvel. Au contraire, cela demeure un exemple frappant de la malédiction des ressources. On appelle ça le Resources Curse en anglais, où d'immenses richesses naturelles ont engendré l'exploitation et conflits plutôt que le développement et la prospérité. Si l'humanité réellement désire opérer un changement, elle doit procéder à une inversion totale de ces dynamiques destructrices. Le monde nécessite un nouveau leadership en Occident, des dirigeants qui saisissent que la prospérité mondiale ne peut être fondée sur la souffrance, le pillage et le tourment des nations voisines. Au contraire, l'avenir doit être celui où les nations échangent de manière équitable, valorisent les cultures des autres et partagent leurs connaissances ainsi que leur sagesse concernant notre humanité commune et notre indépendance. Ce n'est qu'à ce moment-là que la richesse démocratique du Congo ainsi que des pays similaires, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, il y en a tellement d'autres, pourraient enfin convertir leur richesse naturelle considérable en une véritable prospérité pour leur population, ainsi qu'à ce stade, achever le rêve de Patrice Lumumba ou de Thomas Sankara, fondé sur la dignité, la justice et une véritable indépendance, pourra enfin se concrétiser. Alors, pour ceux qui sont d'origine occidentale, qui écoutent, alors je ne fais pas beaucoup de vues, hein, moi je ne clame pas faire des centaines de milliers de vues, je fais quelques vues, mais les quelques vues que je réalise, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je ne cherche pas à jeter l'opprobre sur les occidentaux. Je suis moi-même métis, moitié blanc et moitié africain. Donc, je ne cherche pas à pointer le doigt sur qui que ce soit. Je cherche juste à montrer l'hypocrisie. Et s'il faut blâmer quelqu'un, ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. C'est l'histoire qu'il faut blâmer. Parce que l'histoire n'est que la résonance de ce que nous observons aujourd'hui. C'est ça le principe de l'histoire, c'est regarder la causalité de certaines situations. On voit ce qui existe en Afrique. La causalité est simplement le résultat de notre histoire commune. Et cette histoire commune, c'est l'ingérence européenne, l'ingérence française, l'ingérence, on va dire, occidentale en Afrique, depuis toujours. Et le refus de laisser l'Afrique se développer, le refus de laisser l'Afrique seule prendre ses propres décisions, au lieu de les contraindre ou de les mettre dans des situations difficiles, il devrait les aider, leur permettre de se développer et de là, de tirer avantage des échanges qui pourraient être réalisés. Mais de laisser l'Afrique aux Africains et de leur laisser prendre, leurs propres décisions et gérer leurs propres ressources. Mais également les aider à gérer leurs propres ressources, comme ça a été le cas, j'imagine, pour la Norvège, ou ça a été le cas pour l'Arabie Saoudite, ça a été le cas pour le Qatar également. Et ça a été le cas pour un certain nombre de pays qui ont bénéficié d'une aide. Mais l'Afrique ne bénéficie pas de cette mansuétude. Donc c'est juste ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui.
En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis, je vous retrouve dans 2 semaines où nous parlerons naturellement d'un personnage très important pour le panafricanisme, Malcolm X.